Bonjour et bienvenue à cette session, notre dernier 15 minutes. Bonjour et bienvenue à la session analytique de renseignement. Mon nom est Éric Niklas et je suis votre conférencier pour les 15 prochaines minutes. Donc, en naviguant à travers le district blanc et son contenu, j'ai décidé de ramener trois thématiques que j'ai observées, qui étaient la pornographie divulgation, les médias sociaux et, bien entendu, la protection de l'enfance. Donc, notre session qu'on verra dans les 15 prochaines minutes se penchera sur l'analytique de renseignement pour mieux protéger l'enfance. Qu'on se le dise, une fois pour toutes, les prédateurs sont là et ils y resteront. La technologie numérique et le monde cyber qui a fait son apparition amène un monde inlassable de prédateurs à la recherche de victimes virtuelles. Les cybercriminels et les prédateurs ont dû changer leurs approches, leurs astuces, mais ce qu'on dit souvent, les bonbons, eux, restent toujours les mêmes, qu'ils soient virtuels ou tangibles. L'approche physique restera, puis elle restera toujours, mais le virtuel devient leur terrain de prédilection. Ils en deviennent maîtres pour leurrer leurs victimes. Pour mieux comprendre ce fléau, essayons de comprendre les trois thématiques qui font l'ensemble de cette présentation. J'utiliserai donc ce sujet pour présenter les techniques et moyens mis à la disposition des analystes criminels en renseignement pour visualiser et analyser leurs données. En premier, c'est quoi la divulgation pornographique? Bien, ce n'est plus ni moins qu'une infidélité impliquant la pornographie ou l'utilisation de matériel sexuellement explicite. Quant à la protection de l'enfance, c'est l'identification des risques impliquant l'enfance dans un espace cyber, ou encore c'est de promouvoir la sensibilisation à la sécurité des enfants dans le monde en ligne. Les médias sociaux, quant à eux, c'est les sites web et les applications qui permettent aux utilisateurs de créer et de partager du contenu ou encore de participer à travers les médias sociaux aux activités de l'application même. La quantité de matériel pornographique juvénile disponible sur l'Internet est considérable, on se l'entend. Le développement rapide des technologies de l'information et du numérique a une influence énorme sur son augmentation. Du côté des enquêtes et renseignements, on peut classifier ce problème social comme étant de la pédopornographie. La pédopornographie n'est pas un fléau juste local, ni national, mais international. En effet, l'Internet, qui abolit les frontières, permet la diffusion massive d'images et de contenus pédopornographiques aux quatre coins du monde. Pour amplifier la sévérité de ce fléau, j'aimerais vous amener quelques statistiques venant du Canada qui découlent d'enquêtes qui ont été faites sur la pédopornographie. De 2014 à 2020, la police a signalé au-dessus de 10 000 cas d'infractions sexuelles en ligne dont les victimes avaient été identifiées. Au-dessus de 29 000 cas de pornographie juvénile en ligne dont la victime n'a pas été identifiée auraient aussi été signalés. On peut voir 3 fois plus de cas de personnes non identifiées. Dans tous les cas enquêtés, ils ont pu déterminer que 73 % des filles étaient âgées de 12 à 17 ans. 13 % de ces filles-là étaient âgées de moins de 12 ans. 11 % des garçons étaient âgés de 12 à 17 ans. Et 3 % des garçons étaient âgés de moins de 12 ans. Selon aussi Statista, qui est une plateforme mondiale de données, pour chaque URL confirmée, on pouvait retrouver une image, une dizaine, une centaine, voire même des gigas
d'images explicites de nature sexuelle. La croissance des sites est en constante augmentation. En 2022, au-dessus de 255 000 URL confirmées contenaient des images vidéo, ce qui confirme l'importance d'une protection accrue de l'enfance entourant l'accès à la distribution en ligne de matériel à travers les applications d'aujourd'hui. Pour personnifier ce problème grandissant, examinons un cas réel qui s'est produit peu après la pandémie. Suite à une plainte faite par une mère à une unité spécialisée, décrivant que sa fille avait des problèmes au niveau de l'Internet, l'équipe s'est tournée et a voulu voir quelle était la rapidité de réaction d'une personne sur les chatrooms. Donc, après avoir écouté les déclarations de la mère et les détails apportés par sa fille, l'équipe a procédé comme suit. Ils ont d'abord personnifié une adolescente. La mère s'est même portée volontaire pour se présenter comme une jeune fille de 13 ans. Ils ont d'abord retravaillé son maquillage pour la faire paraître plus jeune. Ils lui ont changé son habillement, comparable à ceux que portent les adolescents d'aujourd'hui. La mère s'est présentée comme une jeune fille de 13 ans et la photo a été retravaillée pour la rajeunir. Le profil de 13 ans a été aussi téléchargé sur les médias sociaux et les chatrooms connus des enquêteurs. En termes de messagerie et profil, bien entendu, le profil a été recréé qui ressemblait à une adolescente de 13 ans et il a été aussi téléchargé sur les applications et chatrooms que l'adolescente elle-même visionnait et accédait. Comme on peut voir, le résultat a été choquant et déconcertant. En 28 secondes, la mère se faisait liker. En 1 minute, elle recevait une demande de photo. En 1 minute et 26 secondes, on lui demandait une photo en petite tenue. Pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, plusieurs moyens sont mis à la disposition des gouvernements, comprenant des outils de surveillance, des outils analytiques permettant des rapprochements entre les cybercriminels, les chatrooms et leurs victimes. Le renseignement joue un rôle primordial aux enquêtes et analyses pédopornographiques. Il apporte un support de première instance quant à la découverte des suspects et leurs liens cyber. Dans ce contexte, Nekando, avec son expertise en renseignement criminel, s'assure de fournir aux analystes les outils nécessaires afin d'aider le service d'enquête d'opérer ces rapprochements entre les victimes et les agresseurs. Dans le cadre de ce forum, voyons voir le résultat que peut fournir justement ces outils analytiques. Nekando utilise un logiciel qui est appelé Atout Analyst Notebook, qui sert à la création et à l'analyse des graphiques selon les données obtenues. Il y a moyen d'utiliser des outils d'analyse et de contrôle de données pour détecter et suivre les activités en ligne susceptibles d'indiquer un comportement de prédateur. Ces outils permettent d'identifier rapidement les menaces potentielles, que ce soit par des graphiques relationnels ou encore des graphiques temporels. Prenons un cas typique d'un groupe d'amis sur des applications telles que Facebook. Le graphique de gauche représente un réseau d'amis Facebook interconnectés. Il est facile d'apercevoir le noyau central d'amis qui interagissent aux quatre coins du graphique. Pour en arriver à ces résultats-là, les données ont d'abord été extraites de Facebook, ensuite placées sur un fichier Excel et après l'importation dans Analyst Notebook, suivant bien entendu une méthodologie de questions. On ne crée pas un graphique
tout simplement pour avoir le graphique. Il y a une série de questions qui se placent en arrière-plan pour répondre aux questions, selon le graphique. Après avoir appliqué une mise en forme conditionnelle sur les entités, donc tous les comptes qu'on voit en vert, sur les entités ayant le plus de liens, on peut identifier le noyau central, communément appelé un cluster. Une fois identifié, les analystes peuvent visuellement se pencher sur les friends et les followers, qui sont, dans ce cas-ci, les types de liens, et faciliter l'analyse de relations entre chaque compte Facebook. Quant au chatroom, qui part de serveurs, on peut justement alimenter Analyst Notebook à travers des données venant de bases de données. Dans cet exemple, les outils nous permettent à nouveau d'extraire les adresses IP d'origine et de destination et leur connectivité l'un vers l'autre pour démontrer sur le graphique de gauche. On peut voir une série de serveurs interconnectés et on peut voir qu'il y a plusieurs serveurs qui se connectent à plusieurs d'autres serveurs. Une fois qu'on a déterminé les serveurs les plus utilisés, selon, bien entendu, le flux d'accès par les utilisateurs, leur connexion, l'échange de communications et de fichiers, on arrive à cibler les serveurs à analyser en profondeur. Comme précédemment illustré, on a utilisé des attributs d'analyse pour identifier les serveurs les plus connectés et les serveurs ayant le plus de communication entre eux, comme démontré ici sur le graphique de droite. Quant à l'analyse des médias sociaux, on a d'autres outils qui nous sont mis à la disposition des analystes pour découvrir leurs relations qui peuvent se produire dans les médias sociaux. Dans cet exemple, on a pu démontrer l'exploitation des données de communication en tout genre. En partant d'un profil très simple, en haut de l'organigramme, on a pu découvrir leurs connexions, on a pu vérifier les pseudonymes des médias sociaux, résoudre toute ambiguïté au niveau de leur identité personnelle, élargir la portée des liens en identifiant les médias sociaux associés au profil et découvrir et visualiser les réseaux d'acteurs potentiels par l'entremise de plusieurs comptes, que ce soit des adresses courriels, numéros de téléphone, comptes dormants, des comptes de jeux en ligne et, bien entendu, des vieilles adresses ou des comptes comme les jeux PS4, PS3, Xbox et autres. Tous ces résultats peuvent être réarrangés sur Analyst Notebook et présentés en organigramme comme présenté sur le tableau. Dans ce contexte, Analyst Notebook peut aussi, selon une modélisation financière, analyser les graphiques temporels et déterminer les fréquences d'activités transactionnelles, en plus de découvrir les comptes ayant reçu le plus d'argent. Il serait bon, dans ce contexte, de mentionner que de plus en plus les transactions financières qui se font entre les prédateurs se payent en Bitcoin, ce qui augmente en complexité le traçage et la récupération des profits amassés par les cybercriminels. Toutes ces figures de cas et autres comme l'analyse téléphonique, l'analyse d'organigrammes, l'analyse transactions financières font partie intégrale des outils d'Analyst Notebook, qui est un outil supplémentaire aux analyses de renseignement et ce pour que chaque palier gouvernemental, que ce soit municipal, provincial, fédéral et même au privé, puisse l'utiliser. À noter, pour faire cesser ces actes de cyberdélinquance, il est essentiel, tant pour les victimes que pour les témoins, de les signaler et, le cas échéant, de porter plainte pour aider l'enfant à gérer ce qui s'est produit. Les applications pouvant être à la fois destructives et intrusives, comme on peut les connaître, une application qui est nommée Omegle, du moins sans importance à vue d'œil, ne se préoccupe nullement du contenu véhiculé par l'utilisateur et des règles en termes de protection. Pour faire le test, je me suis permis justement de me connecter
sur l'application Omegle. Après les connexions d'usage, comme par exemple, est-ce que je veux faire du chat, du vidéo, je me suis tout simplement identifié comme F13, qui est femme, 13 ans, et je me suis fait appeler Cynthia. En l'espace de 5 chats, on m'a demandé si j'étais belle. Un peu plus tard, est-ce que je parlais l'hindou? Quel était mon numéro de téléphone? D'où je venais? Et, bien entendu, vers la fin, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Tout ça en l'espace de 2 minutes. Donc, il est impératif de continuer à lutter contre la cybercriminalité et ses acolytes comme la pédopornographie et de continuer le travail en amont que fait les analystes en renseignement cyber et criminel et de voir à la prévention afin de permettre aux jeunes d'acquérir les réflexes qui leur garantiront un usage sûr du numérique. Pour compléter cette présentation, il serait toujours bon de mentionner les sites et applications les plus répandus et forcément les plus utilisés, soit par leur facilité d'emploi ou tout simplement pour suivre le trending d'aujourd'hui. En voici une liste parmi tant d'autres. Instagram, Omegle, Snapchat, Telegram, TikTok, Discord, Friendster, WeChat, WhatsApp, Tumblr et d'autres, y compris VK, qui est Facebook pour les gens de Russie. Il est important de noter que nombre de ces outils sont utilisés en conjonction avec une analyse et surveillance humaine. Les considérations juridiques et protection de la vie privée et de leurs renseignements doivent aussi être prises en ligne de compte lors de l'utilisation de ces outils. Ceci termine cette présentation. J'espère qu'elle a été informative dans les 15 minutes que j'ai eues. Si vous voulez en savoir plus longuement sur ces outils-là, vous pouvez toujours nous contacter à nicando.com ou venir à notre kiosque 309. Merci beaucoup. Il y a anything to say? Des questions ou sinon on peut parler Yeah. Des questions, des points? Any questions? Non? Non. Voilà. Merci. Merci beaucoup.